BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, fidèles à De quoi je me mêle. Votre rendez-vous tech du week-end, à la fois sur BFM Business Radio Télé, on est aussi sur la chaîne Tech & Co et sur YouTube aussi, en audio et en vidéo, c'est vous qui choisissez. Avec au sommaire pour ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on s'intéressera avec Lionel Paris, vous savez, notre expert tech et réseau au Wi-Fi 7. Où en est-on de ce Wi-Fi 7 ? Visiblement ça avance, les routeurs sortent, les téléphones aussi compatibles Wi-Fi 7 arrivent et les débits sont monstrueux, plusieurs gigabits par seconde, c'est impressionnant, sans doute le futur du Wi-Fi. On en parlera tout à l'heure avec Lionel qui nous expliquera tout. Je vous rappelle aussi qu'avec le hashtag DQJMM, vous pouvez vous joindre à la discussion et papoter avec nous sur Twitter, anciennement Twitter et nouvellement X. Voilà, il faut le préciser. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Voilà, anciennement X, nouvellement Twitter ou l'inverse, je ne sais plus. C'est un peu compliqué. Salut Anthony. Salut François, moi non plus, je ne m'y retrouve pas. De toute façon, l'oiseau bleu me manque. Voilà, oui, c'est vrai. Je ne sais plus le X, moi j'ai l'impression d'être sur un truc porno. Moi, je sais jamais où il faut appuyer. C'est trop bizarre. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Bon, en tous les cas, vous l'avez compris. Hein. Et Anthony est là pour commenter l'actu de cette semaine. Vous le savez, Anthony, vous retrouvez tous les matins sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC Story avec Estelle Denis pour ta petite chronique. Absolument. Toujours très intéressante. Alors, dans l'actu, on a plein de choses. Vous avez vu ces lunettes ? C'est pas mes nouvelles lunettes, parce que si je bossais avec ça, je sais pas trop où j'irais. Mais c'est les Lenovo Glasses et c'est très intéressant, par exemple, pour avoir un écran immense déporté dans les lunettes. On va en parler dans un instant. On va parler aussi de Tap to Pay. Petite révolution, est-ce que c'est un game changer dans le monde du paiement, ça, Tap to Pay ? On va en parler, Anthony. On va fêter aussi un bel anniversaire. Ouais. Celui de Windows. C'est le même que le mien, dis donc, 40 ans. Waouh ! J'ai découvert ça en préparant. T'as 40 ans ? Windows, oui, j'ai 40 ans, que Windows a le même âge que moi. Incroyable. Quelques mois près. Ah ouais, c'est fou ça. Bah ouais. De temps en temps, tu transformes en écran bleu comme Windows aussi ou pas ? Je bug aussi beaucoup. Ça m'arrive très souvent et je reboote. Mais pour débuter, donc, on va parler d'un objet qui, franchement, a intéressé beaucoup de gens, qui est assez curieux. Et qui nous fait un peu fantasmer sur l'avenir de la technologie. Il s'agit de cette AI Pin de Human. C'est pas facile à dire en français. Voilà, qui a été présenté. Alors, c'est dans une petite keynote qui a été faite, j'imagine, dans la cuisine des concepteurs, parce que je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais. Ils n'ont pas les moyens d'Apple. Non, ils n'ont pas les moyens. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ils ont quand même levé 230 millions de dollars, donc ils ont un peu d'argent pour la communication. Mais... En effet. Et puis en plus, je parlais d'Apple, mais c'est des anciens d'Apple. C'est des anciens d'Apple, absolument. Donc, ce produit. Alors, si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez cette petite broche qu'on accroche à son t-shirt, à sa veste, ou que sais-je, et qui est un bijou d'électronique. C'est ça, qui est censé en fait remplacer nos smartphones, parce que c'est ça l'ambition du truc, et c'est pour ça que ça fait autant parler, parce que c'est vrai que ce petit objet, cette petite keynote, elle a énormément fait parler cette semaine. C'est l'objet, c'est, je pense, la news tech dont on a le plus parlé, parce que vraiment, l'ambition, c'est à travers ce petit pin, ce petit badge qui fait 5 cm de côté, que tu peux accrocher à une veste, à un pull, donc il y a un petit clip magnétique, en fait, donc tu l'accroches. Tu es censé avoir toutes les fonctionnalités que tu as aujourd'hui sur ton smartphone. Alors, sur les démos qu'ils ont faites, ils ont fait des jolies vidéos, comme savent le faire Apple aussi, donc tu peux voir un petit peu les fonctionnalités. À l'intérieur, par exemple, alors tu n'as pas d'écran évidemment parce que c'est pas comme un smartphone exactement, mais tu as un petit projecteur qui va en fait projeter l'écran sur n'importe quelle surface et notamment sur la paume de ta main. Donc en gros, c'est la paume de ta main qui devient l'écran et tu vas pouvoir avoir accès à tes SMS, à tes mails, la météo du jour, enfin peu importe. Donc ça fait son petit effet waouh. Est-ce que ça aura une vraie utilité ? On pourra en discuter, mais en tout cas, c'est vrai que sur les images, ça fonctionne très très bien. Tu as ensuite une commande qui se fait en mode gestuel et vocal, parce que tu n'as pas d'écran tactile, donc tu ne peux pas commander, cliquer sur une application, ouvrir une application comme tu le fais aujourd'hui. Donc tu vas parler à cette petite broche et tu vas faire des gestes devant elle pour lui demander, par exemple, de streamer de la musique. Tu peux lui demander de lancer tes morceaux préférés sur Spotify, par exemple. Dicter un SMS, des choses comme ça. Dicter un SMS, ça évidemment. Ça se substitue vraiment au téléphone ? Il y a une carte SIM à l'intérieur ? Ouais, alors ils le vendent avec un abonnement téléphonique. C'est-à-dire que tu achètes, déjà, ça coûte le prix d'un smartphone, c'est $700. Donc il faudra voir le prix en France, mais c'est quand même pas donné. On est sur du smartphone plutôt haut de gamme, on va dire, moyen haut de gamme.
Et tu as un abonnement téléphonique qui est vendu, je crois que c'est $29 aux États-Unis par mois. Donc c'est commercialisé avec. On n'a pas encore les détails pour la France, puisque là, pour l'instant, on est au stade des précommandes. On peut le précommander depuis on est vendredi, donc c'est hier, le 16. Et on pourra l'acheter, enfin, on va le recevoir en tout cas à partir du début de l'année prochaine. Donc tu peux effectivement tout faire par la voix. Donc tu disais dicter un SMS, oui. Tu peux aussi lui demander de traduire une conversation en temps réel. Donc il y a plein de fonctionnalités comme ça que tu peux ajouter à ce petit objet. Avec pas mal d'intelligence artificielle aussi, je crois, non? C'est ça, en fait, le mot-clé, et c'est pour ça que ça s'appelle AI Pin, donc Artificial Intelligence Pins pour le badge, c'est que, en fait, tu as du ChatGPT à l'intérieur, enfin, tu as des outils d'intelligence artificielle divers et variés. C'est ChatGPT d'OpenAI ou c'est une solution maison? Il y a ChatGPT, ça, on en est à peu près sûr. Après, ils n'ont pas donné tous les détails. Ils n'ont pas donné tous les détails. Mais il y a plusieurs outils d'intelligence artificielle à l'intérieur qui vont permettre aussi, alors c'est peut-être ce qui est de plus intéressant, même s'ils n'ont pas montré énormément de choses pour l'instant, mais en gros, ce petit outil va permettre d'analyser ce qui se passe autour de toi. Et donc, par exemple, je ne sais pas si tu es en train de manger quelque chose, il peut te dire le nombre de calories que tu t'apprêtes à ingérer. Voilà, c'est un exemple, mais tu peux imaginer aussi que, je ne sais pas, si tu as un problème avec ton vélo, il puisse te dire ce que tu as comme problème. Enfin, tu as ce truc... intelligence de l'image, analyse de l'image et assistant par rapport à ça, donc une sorte de petit Jarvis finalement qui va s'intégrer directement sur tes vêtements. L'avantage étant par rapport à un smartphone que tu n'as pas besoin de le sortir de ta poche tout le temps, que tu n'as pas d'écran, donc le côté addiction est peut-être un petit peu moins présent aussi. Après, la question derrière, c'est est-ce que ça peut réellement remplacer le smartphone? Je ne sais pas, toi, ça t'a fait quel effet cette présentation? Écoute, on en a beaucoup parlé dans Tech & Co, puisque j'en profite aussi pour faire la promo de l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business. Excellente émission. Oh, c'est gentil, merci. 20h, 21h30, si vous aimez la tech, n'hésitez pas à nous y retrouver. BFM Business, à la radio-télé en direct, mais aussi en replay et en podcast, comme De quoi je me mail. Et on en a beaucoup parlé avec tous les débriefeurs qui sont venus. Écoute, les avis sont mitigés. Pour la plupart, le fait qu'il n'y ait pas d'écran, c'est quand même un problème parce que tu ne vois pas regarder une série Netflix dans la paume de ta main. D'ailleurs, je pense que la projection n'est pas d'excellente qualité. Tu vois, on a l'impression que c'est du laser, donc c'est très bien pour afficher des textes, mais pas de la vidéo, je pense. Pour faire des photos, tu peux pas vérifier ta photo. Enfin, donc il y a... Moi, je trouve que c'est intéressant. Et on en parlait avec Jérôme Colombin, que tu connais très bien, qui était là pour réagir sur ce sujet. Il disait c'est peut-être pas le produit ultime, mais il apporte peut-être quelques briques technologiques qui intégreront le smartphone de demain, tu vois. Peut-être ça, effectivement. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On est au début d'un cheminement, d'une ébauche d'idées, tu vois. Moi, je suis pas... Il y a eu énormément de moqueries sur ce produit sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, il y a eu les deux. Il y a eu ceux qui disent « c'est génial, c'est une rupture technologique, oui, ça va remplacer nos smartphones ». Et puis, il y a ceux qui disent « Mais attends, c'est quoi ce truc? Ça sert absolument à rien ». Je suis un petit peu schizophrène. C'est un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire mon côté technophile, et on a besoin de ça quand on est dans ce métier. On rêve de tous ceux qui nous écoutent, on rêve de le tester, et on est enthousiasmé par le fait que enfin il y a un truc qui casse un peu les codes sur le marché du smartphone, où ça ronronne un peu, où on a tendance un petit peu, on n'arrête pas de le dire semaine après semaine, où tout on veut de l'innovation, tout se ressemble, on veut des ruptures technologiques. Là au moins on a des gens qui tentent un truc, ils tentent un truc, on verra. Il faut avoir le courage de sortir un machin comme ça. Attends, c'est clair, parce que ils ont levé de l'argent, mais enfin il faut quand même, tu vois, ils ont beau avoir été chez Apple, ils ont probablement un peu de sous devant eux, mais enfin c'est quand même du hardware, ça demande quand même des moyens, de la motivation, de l'intelligence, de la créativité, etc. Mais derrière, la question c'est à quel problème résout cet objet? Et aujourd'hui, je me dis que la valeur ajoutée par rapport à un smartphone, elle n'est pas forcément évidente pour les raisons que tu donnais, c'est-à-dire un écran, franchement, tu vas jamais regarder une série là-dessus parce que effectivement la qualité visuelle, elle est quand même un peu dégueulasse aujourd'hui, pardon pour le mot, mais c'est un peu ça. Tu vas pas non plus, par exemple, le simple fait d'écrire un mail ou un SMS. Alors tu vas me dire, il y a de l'intelligence artificielle, tu peux le dicter. Ouais, mais comment on va le vérifier? Puis surtout, oui, alors comment on va vérifier? Et puis attends, il y a plein de situations où moi j'ai pas envie de dicter mon mail. Bien sûr. Quand je suis dans le train, je vais pas dicter un mail dans le train. Tu vois, il y a plein de situations où tu as besoin d'avoir un clavier et, puis ça un écran nécessite physique. d'avoir forcément des écouteurs. Parce que tu vois, tu es dans le métro, tu vas pas gueuler pour que ton appareil entende ce que tu es en train de dire. Exactement. Pour envoyer SMS. Donc voilà, je pense qu'effectivement, c'est une tentative hyper intéressante. Il y a sûrement des briques technologiques là-dedans qu'on va retrouver dans d'autres objets. Mais est-ce que ça va se vendre à $700? Je ne suis pas certain qu'ils en vendent des masses, quoi. Je ne suis pas très, très convaincu par ça. Si on en parle autant, c'est aussi
à cause de ses créateurs, parce qu'effectivement, on disait c'est des anciens d'Apple, mais c'est pas n'importe qui chez Apple, c'est Imran Chaudhry et Bethany Bongiorno. Alors les noms ne vous disent peut-être rien, mais Imran Chaudhry, par exemple, c'est le monsieur qui a conçu, alors j'allais dire conçu iOS, c'est peut-être un grand mot, mais par exemple, l'idée des icônes, tu vois, le simple fait qu'on ait des icônes sur notre smartphone aujourd'hui, qui est quand même le design que tout le monde connaît, que tout le monde utilise au quotidien, c'était lui, c'est son idée. Bethany Bongiorno, qui est son épouse, c'est un couple dans la vraie vie, ça a été une des designeuses des premiers iPads. Donc quand tu as ces deux-là qui te disent l'interface du futur, le smartphone du futur, ce sera ça. Tu les prends quand même un peu au sérieux. Voilà, on a le droit d'être sceptique, mais on peut au moins les écouter. Oui, c'est pas des perdreaux de l'année, on va dire. Voilà, exactement. Ils ont probablement une vision qui va au-delà de la nôtre, et donc on peut au moins les écouter, même si on a le droit d'avoir des doutes. Moi, je t'avoue que je suis un petit peu dubitatif sur certaines des fonctionnalités de cet appareil. Mais voilà, en tout cas, très curieux, vraiment très envie de le tester. De toute façon, on tiendra au courant dès qu'on aura l'occasion de mettre la main dessus. Ça sort l'année prochaine, c'est ça ? Ça sort l'année prochaine. Peut-être qu'ils seront au CES, remarque, faudrait regarder. Transition, vous savez, quand on vous prépare un CES de Las Vegas 2024, les amis, ça va être quelque chose. Anthony Morel sera là, Mélinda Davansoulas, il y aura Frédéric Simotel, Jérôme Colombin sera là aussi. Enfin, il y aura vraiment toute la Dream Team de la tech. La crème de la crème. La crème de la crème. Et on se retrouvera. On va, évidemment, avec JD, Bastien, Léa, Laure, vous installer un super beau studio dans les locaux du CES. On sera au cœur, encore une fois, de la French Tech. Et pendant une semaine, on va vivre au rythme du Consumer Electronic Show à Las Vegas. Ça va être cool. Ça va être génial. Il me tarde vraiment. En plus, là, tu y seras, donc ça va être top. Ça va être canon. Dans l'actu. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller voir la sphère, là, ce truc dingue. Tu sais quoi, on en parle avec Fred Simotel, on va réserver nos billets là. Ah mais là, il faut qu'on se fasse un truc. Il faut que je le prenne aussi pour toi, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, il n'y a pas de concert, visiblement, durant cette sphère. Vous savez, cette sphère, c'est cette immense boule qui a la taille d'un stade de foot. Je crois que c'est immense, en fait. Ça se voit à des kilomètres et des kilomètres à Las Vegas, et qui est recouvert de panneaux LCD. Et les concerts sont dingues parce qu'apparemment, dans chaque siège, tu as un sound system. En plus, tu as une immersion totale. Enfin, c'est U2 notamment qui joue. Alors, j'ai regardé les places de concert du U2, c'est au moins $500 pièces. Enfin, c'est très cher. Ça coûte une blinde. Mais il y a d'autres spectacles. Il y a d'autres spectacles qui sont presque des démos technologiques de ce truc-là. Et ça coûte pas trop cher. Donc, il va falloir qu'on y aille quand même parce que ça vaut vraiment le coup. On vous racontera. On vous racontera, bien évidemment. On vous fera des petites vidéos. Dans l'actu aussi, il y a cette paire de lunettes qui est sortie, ça y est, c'est sorti. Ça y est, elle devait sortir fin octobre, donc normalement c'est bon. C'est les Lenovo Legion Glasses, Anthony. Alors des lunettes, pourquoi faire? Pourquoi faire? Très bonne question. Alors c'est des lunettes qu'on présente comme des lunettes de réalité augmentée, mais je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas vraiment de la réalité augmentée. En fait, c'est un écran déporté, tout simplement. En gros, c'est une grosse paire de lunettes, assez encombrante quand même, que tu vas brancher. Alors, en théorie, Lenovo la commercialise notamment avec sa Legion Go, tu sais, c'est sa console PC portable qui ressemble vaguement à une Switch, concurrente de la ROG Ally d'Asus. Bon, enfin, faut suivre, mais en gros, c'est leur console portable, quoi. Et ça te permet, plutôt que de jouer sur le petit écran de ta console portable, eh bien, quand tu mets ces lunettes, d'avoir la sensation d'avoir un grand écran en face de toi, comme si tu avais une télé géante, quoi, enfin une grande télé devant toi. Et ce qui est génial, alors là, tu l'as je l'ai connecté à mon téléphone, voilà tout simplement. À ton iPhone, et ça se met en place automatiquement. Donc là, normalement, tu as un écran devant toi. Mais j'ai l'écran de l'iPhone, tu vois. Donc là, j'ai lancé une vidéo sur YouTube et je vois la vidéo sur YouTube. J'ai l'impression, pour vous donner mon sentiment, on a l'impression d'être dans une salle de cinéma. Avec pas un écran IMAX géant, mais on a l'impression d'avoir un grand écran devant soi, avec une qualité qui est pas mal quand même. Elle est vraiment pas mal. La qualité est bien. C'est pas mal, enfin ça tient la route. Non, c'est vraiment assez qualité. Alors certains disent, oui, il y a sur les bords, c'est un tout petit peu flou. Alors il y a des différences de perception, mais globalement ça fonctionne bien. Pour te donner quelques specs, c'est en fait 2 écrans micro OLED à l'intérieur, chacun une définition de 1920 sur 1080 pixels, taux de rafraîchissement 60 Hz, donc c'est assez quali. Sachant que tu peux remplacer en fait les verres qui sont à l'intérieur par les verres de ton opticien, en fait, de ton ophtalmo. Des verres correcteurs. Des verres correcteurs, là, c'est le mot que je cherchais. Donc là, après, cela dit, tu vois, moi, je suis myope et astigmate, ça m'a pas posé de problème. Ouais, moi, c'est pareil. Ça dépend vraiment après de ta correction. Peut-être certains qui n'y voient vraiment rien vont avoir besoin de la correction. Et puis, tu peux régler, tu as des paramètres, je pense que tu as quelques paramètres, mais en fait, ce que je trouve vraiment
intéressant avec cet objet, c'est sa simplicité Oui, c'est d'utilisation. plug and play. C'est Vraiment. plug and play. Tu Vraiment. branches en USB-C. Voilà, USB-C, alors ça fonctionne à partir du moment où tu as un DisplayPort, donc c'est pas le cas de toutes les prises USB-C. Alors moi par exemple j'utilise au quotidien des pixels, avec les pixels ça fonctionne pas. Ah zut. Ouais, donc c'est un peu compliqué, Et pourquoi? mais bah écoute, Parce qu'en fait, il n'y a pas le branchement HDMI en ouais, quelque sorte. exactement. Il te manque une petite brique technologique Oh là là. qui fait que ça fonctionne pas avec tous les modèles, mais ça fonctionne. Alors moi, j'ai pas de bol parce que chez moi, ils me l'ont prêté, puis je les ai rappelés le soir parce que je disais, mais j'arrive pas à le faire fonctionner le machin. Et en fait, j'ai pas de bol parce que les appareils que j'ai Les chez moi. devices que tu as n'ont pas de Ouais, DisplayPort. parce que j'avais un Chromebook aussi, ça n'a pas fonctionné avec le Chromebook. Mais en revanche, avec les iPhones que j'avais aussi à la maison, ça fonctionne nickel. Avec d'autres marques, avec des Samsung, Et puis avec ça le nouvel fonctionne nickel. iPhone, c'est encore mieux parce que c'est du USB-C. Donc, tu n'as même pas besoin Ouais, d'avoir voilà. un adaptateur. Ah oui, je parlais des iPhones, mais oui, tu as raison de préciser que c'est l'iPhone Oui, USB-C. Voilà, sinon c'est plus compliqué. À partir du 15. Bah après, tu peux, je pense. Tu Avec peux, l'adaptateur. Ouais. Avec un adaptateur. Avec mais... un adaptateur. Mais du coup, c'est vrai que. Je vais essayer sur le PC, tiens. Ah bah oui, tiens, vas-y, teste. Et donc, vraiment, la sensation est hyper agréable. Ce qui est vraiment cool, c'est. Alors, on l'a fait avec des films, mais c'est sympa aussi pour du jeu vidéo où tu es avachi, j'allais dire, dans ton lit. Ça fonctionne Nickel, ça marche. Nickel aussi. Bon, là, tu j'ai vois. l'écran de mon PC. Et ça se fait vraiment en 2 secondes. Tu as juste besoin de te brancher et c'est parti. Et c'est pareil, les réglages, quand je te disais qu'il n'y avait pas beaucoup de réglages, tu as des petits boutons sur les côtés des montures qui vont régler un petit peu la luminosité, la hauteur de l'écran, mais tu n'as pas grand-chose de plus. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Et de ce point de vue-là, c'est assez cool. Et donc, tu te mets. Ouais, là, je vois bien le sommaire de quoi je me mêle. Là, j'ai exactement. Tous les sujets qu'on doit évoquer, c'est nickel. Ouais, on pourrait. Non, mais on peut imaginer après plein de cas d'usage. Pour l'instant, c'est assez, entre guillemets, simpliste dans le sens où tu as juste cet écran déporté. Mais c'est très pratique. Et ouais, effectivement, tu es dans ton lit, la tête au plafond, et tu vas pouvoir jouer à un jeu vidéo en ayant l'impression qu'il s'affiche au mur ou sur le plafond, quoi. C'est pas mal. Franchement, ça le fait bien. Alors, dans le train, ça peut être pas mal aussi. Très sympa. C'est ce qu'on disait, ça fait un moment que ça existe, ces trucs-là. Oui. C'est des gadgets qui tournent depuis pas mal d'années. Sauf que, de génération en génération, la qualité vidéo s'améliore. Petit bémol sur le confort, tu vois, moi je l'ai porté quelques secondes. Tu sens quand même la raide du nez qui est un peu stressée, quoi. Je pense qu'à la fin d'Avatar, à la fin du dernier Scorsese, 3h30, tu vois. En fait, comme l'un des héros, t'as plus de nez. Oui, pas mal. Tu le sens bien. Non, c'est vrai. C'est un peu le problème de tout. Alors, c'est quand même mieux parce que tu sais, t'as aussi ce genre de techno dans les casques de VR avec l'écran de cinéma projeté, du genre, je suis au cinéma à l'intérieur de mon casque. Un casque, c'est encore plus encombrant. Donc là, on a quand même d'une certaine manière une miniaturisation, mais tu as raison de dire que ça va pas encore suffisamment loin. Ce sera vraiment intéressant quand ça ressemblera à des lunettes comme celles que je porte ou celles que tu portes, c'est-à-dire avec des montures à peu près normales. Là, on a quand même des montures qui doivent faire 3 fois l'épaisseur de montures classiques, quoi. J'ai peut-être une question piège. Tu sais si c'est auto-alimenté? Oui, en fait, alors j'ai la réponse. C'est qu'en fait, tu le branches, il va venir pomper la batterie l'énergie de l'appareil auquel tu branches. Voilà. D'accord. Donc t'as pas besoin de le recharger. Non. C'est pour ça, c'est vraiment encore une fois, niveau simplicité, il n'y a pas de chargeur avec, il n'y a rien du tout. Tu te plugs et c'est parti. Je crois que TCL a aussi un produit comme ça. Oui, absolument. Et tu as aussi les au CES de l'année dernière. Ouais, et tu as aussi alors leur grand concurrent, c'est les X-Reels. Il y a un autre modèle de lunettes qui font à peu près la même chose. Alors sachant que c'est pas donné non plus, ça coûte quand même autour de 500 €, ce petit joujou. Franchement, je vais te dire, on en discutait un peu avant l'émission. On me l'a prêté, je trouve ça hyper sympa à tester. Je suis pas sûr qu'à titre personnel, je l'achèterais. J'en aurais pas forcément un usage suffisant pour. Non, mais après, si tu es tout le temps dans les avions, je pense que voilà, pour tous ceux qui voyagent beaucoup, qui font de longs vols, alors après, il faut vraiment tester pour voir si votre nez ne part pas en confiture après, au bout d'une heure. Mais c'est vrai que dans l'avion, c'est idéal parce que tu t'installes. T'as pas, tu vois, ça prend pas de place et tu te regardes un film, etc. C'est cool. C'est un gadget assez onéreux. Ouais, c'est réservé quand même aux plus riches d'entre nous. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que ça attire l'attention. T'es dans l'avion, t'as tes petites lunettes. Ouais. T'es sûr que mais alors c'est quoi là votre truc C'est ça. Pas mal, ça crée du lien aussi. Ça crée du lien, en effet. Dans l'actu, autre chose, alors là qui sans doute va faire couler beaucoup d'encre et peut-être aussi remettre à place quelques business models, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est le Tap to Pay d'Apple. Apple qui, alors on savait que ça allait sortir, on ne savait pas quand ça allait sortir en France, et là Apple l'a lancé. C'est une nouvelle technologie de paiement. Alors on peut payer avec l'iPhone depuis très longtemps, avec Apple Pay, mais là,
on s'adresse en fait du côté des commerçants, Anthony, avec Exactement. Apple to Pay. Et du coup, on va pouvoir payer d'iPhone à iPhone, simplement en approchant les deux téléphones. En gros, on va transformer l'iPhone en terminal de paiement pour les commerçants. Donc, ça peut être, je sais pas moi, tu arrives dans un magasin et plutôt que de devoir faire la queue, aller à la caisse, bah, en fait, tu vas pouvoir payer directement auprès du vendeur. Le vendeur te conseille, te dit, ah bah ouais, ce pull, génial, machin et tout. Le pull, bah, au lieu d'aller à la caisse, le vendeur sort son iPhone. Hop, t'approches, toi, soit ton iPhone, soit ton Apple Watch, ou soit ta carte bancaire, parce que c'est important de dire que ça fonctionne aussi avec les cartes bancaires, et en NFC, tu vas payer automatiquement. Ça va être une petite révolution. Un peu comme dans les Apple Store, en fait. Dans les Apple Store, déjà, tu as des vendeurs qui acceptent ton paiement parce qu'ils ont un terminal alors qu'il a été Ils ont un terminal, voilà, boosté, etc. C'est un Exactement. truc qui est fait maison. Et là, du coup, tu pourras faire ça en fait partout. C'est ça qui est très intéressant. Alors, quand ça va se développer, pour l'instant, ils ont signé des partenariats avec certaines marques, Oui. avec Dyson, Sephora, exactement. Et ça va se développer ensuite. C'est intéressant. Absolument. LVMH, ouais. On est dans le même univers. LVMH, Apple, même combat. C'est des marques de. Non, mais quand Apple tu vois une marque de luxe. Quand tu vois la queue qu'il y a par exemple dans les magasins Louis Vuitton à Paris sur les Champs-Élysées, on peut imaginer que là, en fait, ça va fluidifier aussi tous les gens qui rentrent pour acheter des sacs. Là, tu arrives, tu as ton vendeur et tout, il a son petit truc, paf, tu payes. Tu pars avec ton sac, quoi. De toute façon, tous les commerces, encore plus Louis Vuitton, c'est haute couture, mais sans couture aussi, si tu veux. Le but, c'est que l'expérience soit la plus fluide possible. Tout à fait. Que tu n'aies à aucun moment, que tu n'aies à aucun moment une frustration. Bien sûr. Si tu dois attendre une demi-heure à la caisse, t'es frustré, t'es pas content de ton expérience d'achat. Si tu attends une demi-heure en pleine pluie pour rentrer dans le magasin, ça va fluidifier plein de choses. Évidemment. Et t'as même plus le temps de penser que t'es en train de payer, en fait. T'as toujours ce petit moment, tu sais, t'achètes ton pull, tu prends ton pull, le temps que t'ailles à la caisse, t'as le temps de te dire, mais en fait, j'en ai pas besoin de ce pull, en fait, j'en ai déjà 5 dans mon... Moi, combien de fois je suis rentré dans des magasins, dans des chaînes de vêtements et tout, tu vois la queue qui est à la caisse, tu dis, ok, ben je reviendrai, quoi. Exactement. Tu vois. Là, ça change tout. Ça change tout. Ça va être hyper intéressant sur les marchés aussi. Alors, sur les marchés, tu as déjà de plus en plus de commerçants qui utilisent notamment Square, les petites solutions de paiement. Aussi, ou SumUp, exactement, blanc, là. Qui fonctionnent très très bien. Ou tu as même aussi maintenant avec les QR codes PayPal, tu sais, tu as juste un QR code, tu scannes et tout est facilité. Mais là, ça va être une alternative également. Donc, c'est intéressant qu'Apple se lance là-dessus. Moi, je trouve que la stratégie d'Apple est extrêmement intéressante. Ah ouais. En gros, là... pour moi, Apple, c'est la plus grosse fintech du monde. On sait qu'ils ont une stratégie de se diversifier dans les services. On parle souvent de la santé, ça fait partie aussi de leurs priorités. Mais les services financiers, c'est un gros morceau aussi. On ne le voit pas tellement en France pour l'instant. Aux États-Unis, ils ont lancé plein de trucs. Il y a la carte bancaire Apple. Ils ont lancé... Qui paraît-il, marche pas très très fort d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors, j'ai pas eu de chiffres. En tout cas, ils ont lancé des ballons d'essai. Oui, ils ont lancé des trucs, ouais. Ils ont lancé... Le truc qui était très intéressant aussi, c'est le compte épargne. Aux États-Unis, tu peux avoir... Alors, ils ont fait ça avec une banque, avec Goldman Sachs, mais tu peux placer ton argent chez Apple et qui sera rémunéré à 4%. Non, mais c'est fou. Tu te dis vraiment, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Ils ont des services, ils ont toute une branche qui s'appelle Apple Finance, ou Finances, qui gère aussi tout ce qui est paiement en différé ou paiement en plusieurs fois. Ils ont même racheté une entreprise, alors que c'est pas tellement dans l'ADN d'Apple, ils rachètent assez peu d'entreprises, qui s'appelle Good Credit, qui fait du scoring de crédit aux États-Unis. Tu sais, tout le monde a comme tu achètes tout à crédit, tu as un score. Voilà, soit tu es un bon payeur ou un mauvais payeur. Ou tu es bankable ou pas, quoi. Voilà, et donc aux États-Unis, c'est vraiment un truc qui est très important, le score de crédit. En France, on n'a pas trop cette culture-là, clairement. Peut-être heureusement d'ailleurs, mais enfin, c'est un autre sujet. Et eux, ils ont racheté une entreprise qui fait justement ce scoring-là. Donc, on voit bien qu'il y a des briques, tu vois. Quel mur ça va construire à la fin? L'argent, c'est le nerf de la guerre. De toute façon, c'est clair. Et donc là, tu vois, c'est intéressant parce qu'ils se sont alliés avec des banques pour lancer cette initiative-là. Moi, je me dis qu'à un moment, les banques, moi, je serais une banque, tu vois, je me ferais un peu de soucis, quoi. Oui. Parce qu'en plus, alors, pour compléter ce que tu dis, il faut que souscrire au service Apple Tap to Pay via une banque. C'est-à-dire que tu peux pas appeler Apple directement et leur dire, voilà, je veux souscrire votre service. Apple propose ce service à des banques qui, après, elles-mêmes te le proposent à toi en tant que client. Exactement. Il faut être une entreprise. Oui, c'est ça. Tu peux pas le faire en tant que particulier. Et c'est intéressant de voir aussi que Apple... Non, mais dans les restos, t'imagines aussi, ça va être top. Évidemment. Tous les serveurs, là, ils sont tout le temps en train de courir après les terminaux des cartes bancaires et tout. Il n'y en a pas assez, machin, etc. Là, s'ils ont un iPhone, c'est réglé, quoi. C'est clair, c'est génial. Alors moi, je crois beaucoup dans les restos au fait que tu puisses payer toi-même sur smartphone sans avoir besoin de faire appel au serveur. Tu sais, t'as des startups françaises. Sunday, là. Ouais, exactement. Mais Sunday, ça, c'est génial. J'étais dans un resto la semaine dernière, c'est incroyable. Mais le temps que tu gagnes. Tu as ton menu
et tu payes, tu t'en vas automatiquement. T'as pas besoin d'appeler. Enfin, c'est énorme. Enfin bref, on s'éloigne un petit peu, mais tout ça pour dire que, alors intéressant aussi, de ce que j'ai compris, Apple ne prend pas de commission du tout sur les transactions qui sont. Wow. Donc en fait, le modèle économique pour eux, si je comprends bien, c'est l'iPhone. Bah voilà, c'est juste ça, c'est de se dire, on propose des services et la palette de services qu'on propose va rendre l'iPhone plus intéressant encore par rapport à Android, et donc les gens vont acheter plus d'iPhone, vont se retrouver dans notre écosystème, vont consommer d'autres services et vont nous rapporter de l'argent de cette manière-là. Wow. Donc c'est intéressant de voir leur stratégie dans les services. Vraiment, c'est un truc qu'il va falloir surveiller. Moi, je pense que vraiment, je reprends l'expression, mais pour moi, Apple, c'est la plus grosse fintech du monde et ça va continuer. Ils vont continuer à lancer plein de services comme ça. Et puis, imagine tous les fabricants de terminaux de cartes bancaires. Là, ça doit être panique à bord. Tu m'étonnes. Si j'étais, c'est quoi, c'est un Génico qui fait ça notamment. Ouais, voilà, toutes ces boîtes-là. Enfin, ils sont en train aussi de se réinventer de ce côté-là et de réfléchir à des solutions comme ça. Mais c'est vrai que là, tu vois, moi, je suis un commerçant parce que ça coûte de l'argent d'avoir un terminal de paiement. Par exemple, tu vois, mon cousin est taxi d'ailleurs, je l'embrasse. Ils ont encore des terminaux de paiement, les il est obligé enfin, c'est pas qu'il est obligé, mais si tu veux prendre par exemple Visa, Amex, etc., tu es obligé d'avoir un terminal de paiement que tu loues à un Génico, etc. Ça coûte de l'argent, tu vois. Bien sûr. Et après, tu as ta commission. Mais c'est toujours en panne, non, dans le taxi, normalement. Ben écoute, lui, non, le pauvre. Non, alors, tu vois, autant non, mais c'est vrai. À une époque, c'était le cas. Voilà, je pense que. Mais lui, avant les VTC. Il est hyper sérieux. Et c'est vrai que. Voilà, je pense que pour lui, il a un iPhone, ça va révolutionner. Il va gagner encore plus d'argent, finalement. Évidemment. Donc c'est intéressant tout ça. On va suivre ça de près. Bien sûr. Dans l'actu aussi, deux anniversaires cette semaine. Rapidement, les 5 ans d'Alexa, vous savez, d'Amazon Alexa. Les 5 ans d'Amazon Alexa en France, puisque en fait, ça fait 10 ans que c'est sorti aux US. Donc voilà, 5 ans d'Alexa, de cet assistant vocal qui, comme les autres aussi, commence à rentrer un petit peu dans les chaumières, avec plus ou moins de réussite. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est... peut-être que là, on va assister à un renouveau de ces assistants, grâce à l'arrivée des IA génératives. C'est vrai. Pour moi, ça ronronnait un peu. Il y a eu en fait un départ fulgurant. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu une ou deux années où à Noël, c'était tout le monde offrait, alors soit Alexa, soit un Google Home, enfin peu importe. Mais c'était le truc qu'il fallait avoir à la maison. Puis en fait, on s'est rendu compte que les gens l'utilisaient finalement très peu, ou alors l'utilisaient pour le minuteur des pâtes et pour caler leur réveil. Oui, pour le réveil. Mais au final, à part peut-être lancer de la musique parfois, éventuellement, et c'est à peu près tout. Et là, je pense qu'avec l'arrivée des IA génératives, la possibilité d'avoir un vrai dialogue en langage naturel, ce qui n'était pas le cas, parce que pour l'instant, on disait que c'était génial quand c'est sorti, parce que c'est vrai que par rapport à ce qui existait avant, c'était génial, mais enfin, c'était quand même pas très fluide. Moi, j'en ai un, j'utilise le mien comme réveil, donc tous les jours, je lui dis, mais si je dois changer l'heure du réveil, enfin, je sais pas comment te dire, mais il faut que je lui repose la même question. Ouais, c'est pas fluide. C'est pas du tout fluide, quoi, en fait. C'est pas du tout fluide. Tu parles pas à un humain, tu parles à une machine. Voilà, en fait, il faut que tu adaptes ta conversation à la machine. C'est ça. Il faut que tu programmes, en fait. Tu fais quasiment de la programmation en parlant. Et avec l'IA générative qui a été annoncée par Amazon sur Alexa, qui devrait arriver l'année prochaine, ça va peut-être changer. Alors, à l'occasion des 5 ans, il faut un petit bilan, tu vois, sur tout ce qu'ils proposent et tout. Alexa arrive dans les EHPAD, notamment, pour aider les personnes âgées. Ils vont lancer aussi Vincent Van Gogh, à l'occasion, tu sais, de l'expo qu'il y a au musée d'Orsay. Eh bien, ton Alexa va pouvoir se transformer en Vincent Van Gogh avec la voix de Vincent Van Gogh et tu pourras lui poser des questions sur sa vie. Mais quoi, etc. pendant l'expo ou Non, chez toi. Ah bon? Ouais. Mais t'as envie de parler avec Van Gogh, toi, chez toi? Je sais pas. Non. Après, peut-être que pour certains qui aiment bien l'art, etc., ça peut être rigolo, tu vois. C'est pas mal, Mais bon, voilà. Enfin, ils font plein de petites animations comme ça. Mais c'est vrai, comme tu le disais, il y a 2 game changers. C'est l'IA générative et ils misent beaucoup aussi sur la maison connectée. Parce qu'aujourd'hui, avec l'ouverture des éco-shows, enfin de tous ces appareils-là, tu peux connecter quasiment tous les objets connectés de ta maison et les piloter à la voix. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'ils misent aussi beaucoup là-dessus. Ouais, absolument. Ça peut être une brique de plus dans la domotique, tu vois, qu'on nous promet depuis 40 ans. Mais là, tu te dis, ça y est, on a vraiment un truc qui peut tout intégrer et nous permettre de tout piloter de manière hyper simple. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est intéressant. Tiens, tu as parlé de 40 ans. Justement, un autre anniversaire, le tien. C'est ça. Non, mais ça fait quelques mois déjà. Ça fait quelques mois. Mais finalement, tu es né la même année que Windows. Mais je le savais pas, en fait. C'est incroyable. Novembre 83.
Windows Ouais, arrive. c'est ça. Mais en fait, tu vois, tu m'aurais demandé de quand date Windows. En fait, avant de m'y intéresser là, je pense que tu m'aurais posé une colle. J'aurais pas su dire si c'était plus vieux ou plus jeune que moi, tu vois. Pareil. En fait, c'est pareil. Voilà. Enfin, la présentation officielle de Windows 1.0, c'était novembre 1983. Du coup, alors il est sorti seulement 2 ans plus tard, mais la présentation, pour la première fois, alors voilà, j'adore à l'image pour ceux qui nous regardent, Oh là là. Bill Gates lassivement allongé sur un comme un ordinateur. mannequin, tu sais. Génial, à la photo, formidable. Incroyable, super. Formidable, et donc on voit les Avec 3 premières pixels aussi en définition, là. c'est extraordinaire. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, tu sais, alors la première version de Windows, c'était 1 mégabit. Il fallait 1 mégabit tu te dire quand même. Alors là, on a la version 3.1 qui est arrivée plus tard, Ouais, qui évidemment. arrivait plus tard, ouais. C'était quand même une révolution, mine de rien. Avant, il y avait MS-DOS, mais on est Là, arrivé... c'était l'interface graphique qui faisait c'est la ça. différence. Exactement. Et d'ailleurs, alors c'est pour ça que ça s'appelle Windows, parce que c'est une interface graphique à base de fenêtres, et les fenêtres, en fait, se collaient les unes aux autres au fur et à mesure que tu les ouvrais et ne se chevauchaient pas, en fait. Elles ne pouvaient pas se chevaucher. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Windows comme des fenêtres. C'est pas le nom qu'avait choisi Bill Gates. Bill Gates avait un nom beaucoup plus austère. C'était nouvelle interface graphique, je sais plus quoi, un truc complètement pas très sexy. Pas très digeste. Non, pas très digeste. Et puis, du coup, ils ont adopté finalement Windows, qui était finalement, alors, j'allais dire, une façon beaucoup plus user-friendly que ce qui existait jusqu'alors d'utiliser un ordinateur, même si, bon, quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, évidemment, ça nous semble complètement archaïque, mais enfin, c'était quand même une petite révolution, mine de rien. Et puis ensuite, Windows, il y a eu une histoire quand même, enfin, c'est un morceau, un monument de technologie. Il y a eu des succès, Windows 3.1... Il y a eu un avant et après Windows, hein, c'est clair, en termes d'informatique. Absolument. Franchement, sans Windows, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Hein. Clairement. Alors, même moi, je me souviens de Windows 95, puisque c'était là où j'ai vraiment commencé. Windows 95-98, c'était vraiment la claque, quoi. Ouais. Windows 95, ça a été vraiment, je pense, la plus grande date pour Windows. C'est fou. Et d'ailleurs, alors, je ne sais pas si j'aurais dû demander à ce qu'on nous retrouve les images. Je ne sais pas si vous les avez trouvées, les gars de JD, mais c'est le lancement officiel de Windows 95. Tu te souviens de cette vidéo incroyable de Steve Ballmer et Bill Gates qui dansent sur scène sur la musique de Start Me Up des Rolling Stones. Tu l'as vu cette vidéo? Oui, bien sûr, j'ai vu ça, je m'en souviens. C'est la scène la plus gênante, je pense, de l'histoire de la tech, où tu vois Bill Gates danser. Alors je dis, je suis un piètre danseur, hein, donc mais vraiment. Mais tu gardes ça pour toi. Mais je garde ça pour moi, je fais pas ça dans un lancement mondial et tout. C'est absolument horrible, et en même temps, c'était le lancement d'un produit extraordinaire, vraiment. Alors même si après, on peut faire plein de reproches à Windows, son côté monopolistique, enfin, il y a eu toutes les histoires ensuite de vampires, etc. Bon, voilà, les défenseurs du libre et de Linux vont nous tomber dessus en disant mais c'est quand même, voilà, c'est un morceau de technologie, on peut pas passer à côté. Des succès, des échecs aussi, Windows Vista qui était quand même pas un énorme succès. Et puis alors il y a un truc, je sais pas si tu as remarqué, moi ces derniers jours là sur les réseaux sociaux, en tout cas chez les journalistes tech, tu as une sorte de nostalgie de Windows Phone. T'as remarqué ça ou pas? Non. Parce que en fait Windows Phone, Pétard, ça faisait un moment que j'avais pas prononcé ce mot-là. Mais tu sais pourquoi? Parce que Satya Nadella, donc le patron de Microsoft, a fait une déclaration. En gros, on a dû lui demander c'est quoi votre plus gros échec ou le plus gros regret chez Microsoft, et il a dit c'est d'avoir arrêté Windows Phone. En gros, je pense qu'il y avait du potentiel, mais on l'a pas assez exploité et tout. Et il y a plein de journalistes qui se sont fendus d'articles, dont notre ami Nicolas Lelouch, qu'on salue, Numérama, en disant oui, il a raison, c'est terrible d'avoir arrêté Windows Phone. Et je suis assez d'accord finalement. C'était une alternative intéressante face à Android et iOS, qui en termes d'interface se ressemblent quand même pas mal. Windows Phone, c'est complètement différent. Tu te souviens avec ce système de tuiles, c'était... Ergonomiquement, je trouvais ça assez esthétique. Après, les Lumia, tu te rappelles? Les Lumia, c'est une vraie réussite. En collaboration avec Nokia. Absolument. Rappelons que Microsoft avait racheté Nokia à l'époque. Ils avaient racheté Nokia pour ça. Hein. Pour ça. Ça leur avait coûté une fortune. Enfin, ça a été un gouffre financier. C'est clair. Cette aventure du smartphone chez Microsoft, c'est incroyable. Mais à mon avis, alors après on va pas refaire l'histoire, hein, c'est facile en plus dans notre petit siège, mais ils sont arrivés beaucoup trop tard. C'est exactement ça. Ils auraient dû lancer en fait leur OS au tout début. C'est ça. Alors que rappelle-toi, Steve Ballmer, quand l'iPhone était arrivé, il avait dit ça marchera jamais. Un téléphone à $500, mais personne n'achètera ça, etc. Et puis voilà quoi. Non, mais c'est ça. Ils se sont réveillés trop tard. Toujours se souvenir de la couverture du magazine Forbes ou Fortune, 1 mois ou 2 mois avant l'arrivée de l'iPhone, sur Nokia,
Nokia, le maître du monde. Qui détrônera le maître du monde? 40% de part de marché. Mais oui. Et bah ouais, en fait, c'est allé très très vite. Et c'est vrai que Microsoft a complètement raté ce virage. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que s'ils avaient pris ce virage en même temps que les autres, on aurait eu une vraie alternative, une vraie compétition. Et ça aurait fait certainement beaucoup de bien. Bien sûr, en plus avec tout l'écosystème Microsoft Windows, il y avait des milliards de choses à faire. C'est clair. Attends, les Lumia, ils étaient super bien. Toutes les briques, bien sûr. Lumia, en termes de photophone, c'était extraordinaire. C'était les premiers téléphones avec la recharge sans fil. Il y avait plein d'innovations intéressantes. C'était les premiers téléphones avec les écrans OLED, je me souviens. Enfin, il y avait pas mal d'innovations. C'était des téléphones sympas. Mais bon, après, ils ont jeté l'éponge. Parce qu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à décoller en part de marché et que c'était un gouffre financier. Ils perdaient des milliards. Chaque année, il fallait arrêter l'hémorragie. Tu passes à autre chose. Et puis, bon, Microsoft, ils s'en sont très bien sortis par ailleurs. C'est pas le souci. Mais je comprends que ce soit un regret pour Satya Nadella parce qu'il y avait sûrement une carte à jouer. C'est clair. Dernière petite chose, c'est vrai qu'en 40 ans de Windows, enfin pour tous les plus anciens, on a connu quand même pas mal de plantages. Et moi, je tenais aussi à féliciter Microsoft parce que je suis toujours sous Windows. Alors, je commence à mettre un peu sous macOS aussi, pour tout vous dire, mais je suis fidèle à Microsoft, à Windows. Et depuis des années, ça plante plus. En fait, je n'ai plus aucun plantage. Non, c'est vrai, c'était un peu la vanne, tu sais. C'était la vanne avant les écrans bleus, etc. Ça n'arrive plus. Maintenant, c'est ça marche super bien. Ouais. Donc, en attendant, Windows 12. Alors, apparemment, Windows 11, les ventes sont pas vraiment à la hauteur. Mais est-ce que c'est vendu Windows 11 Non, en fait enfin, en tout cas, c'est même pas vendu. J'ai l'impression que le vendent à des fabricants de PC. Donc, en fait, c'est lié directement aux ventes de PC en réalité. C'est vraiment ça. Et voilà. Et comme les ventes de PC s'effondrent, forcément, ils trinquent aussi. Mais ça va être intéressant de voir l'intégration encore une fois après de l'intelligence artificielle dans les prochaines générations de Windows, parce que ça va être ça la vraie révolution. Mais voilà, quand tu vois où on en était il y a 40 ans, Windows 1.0, on mesure le chemin parcouru. Merci Anthony. Merci François, merci à tous. C'est avec ce petit brin de nostalgie que se termine cette première partie de quoi je me mail. Anthony, on te retrouve la semaine prochaine. Et dans un instant, le Wi-Fi 7 qu'on va décortiquer avec notre spécialiste. C'est Lionel Paris qui me rejoint sur ce plateau pour la deuxième partie de quoi je me mêle. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.